Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième journée de l'Adon 2020 en live, pour cette première édition live de l'Adon donc. Et aujourd'hui, je suis avec Kevin. Salut Kevin, comment ça va? Salut, salut, bah, ça va nickel. Alors pour les gens qui ne me connaîtraient pas, du coup, je suis Mary et c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir animer ta conférence. Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Kevin, tu es éthologue. Alors du coup, j'avais deux questions. La première, c'est qu'est-ce que l'éthologie? Et la deuxième, c'est mais c'est quoi le rapport avec les jeux vidéo? Eh ben, l'éthologie, en fait, c'est une discipline scientifique, c'est celle qui étudie le comportement des animaux. Animaux au sens large, humains compris, quoi. Ouais. Et à quoi ça peut servir dans le jeu vidéo? Bah, en fait, ça sert à peu près autant dans le jeu vidéo que dans la vraie vie. C'est-à-dire, pas spécialement quand on connaît pas trop, mais si en fait on rentre dans des problématiques de représentation des animaux, ça va devenir très, très intéressant en fait d'utiliser cette science-là pour être au top, quoi. Carrément. D'ailleurs, c'est le sujet de ta conférence d'aujourd'hui, la représentation animale. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Mais si jamais vous voulez réagir, si jamais vous avez des questions par rapport à la conférence de Kevin, je vous laisse le soin de les marquer dans le chat. Sachez que, nos modérateurs, voilà, se feront un plaisir de pouvoir, nous les transmettre afin qu'on puisse, pouvoir toutes les poser à la fin de la conférence de Kevin lors de la foire aux questions. Écoute, Kevin, si tu es prêt, je suis prête également. Yes, Est-ce qu'on est parti? Allez, et on ben, rentre on est direct dans le parti. vif du sujet. On se demande même pas comment ça va, on y va. Mais on sait que ça va bien, tout va bien. Oui. OK, donc je Allez, c'est partage ça. parti. OK, voilà. C'est OK pour toi? Super. Nickel. Et ben, du coup, bonjour à tous, rebonjour, hein. Je vais vous parler, de représentation animale dans le jeu vidéo. Heu, hop, un petit focus, voilà. Donc, moi, je m'appelle Kevin Remeuf et j'ai 2 principales passions dans la vie, les animaux, que j'étudie depuis des années et les jeux vidéo, que je pratique depuis l'enfance. De très bonne patience, si je puis m'exprimer. Merci. Donc ça a été, longtemps, en fait, difficile pour moi de choisir entre les 2, mais aujourd'hui, j'ai de la chance. Mon activité principale, c'est consultant en éthologie pour le jeu vidéo. Voilà pour ça. Donc si vous vous demandez comment j'en suis arrivé là, bah, en fait, j'ai eu un parcours universitaire, assez classique. J'ai commencé par faire de la biologie, à la fac et ensuite je me suis spécialisé en comportement animal, notamment en primatologie et c'est pendant mes études, en fait, que j'ai commencé à m'investir dans le jeu vidéo au niveau associatif, notamment beaucoup auprès de l'association 3 de Combo, à qui, je fais un petit coucou. Ensuite, j'ai, travaillé plusieurs années dans la recherche, en France, à l'étranger, pour divers employeurs publics, comme privés. Et il y a 2 ans maintenant, je me suis lancé dans l'éducation canine. J'ai d'ailleurs obtenu mon diplôme de moniteur, il y a quelques mois. Yes et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai rejoint le Félicitations. studio. Merci beaucoup. Et c'est en fait à ce moment-là, ouais, que j'ai rejoint le studio Otherways, tout nouvellement créé à l'époque, donc pour aider à sa création, mais aussi pour faire mes premiers pas en tant qu'éthologue, dans le jeu vidéo justement. Donc, Otherways, c'est un chouette studio qui fait du jeu vidéo sous licence libre avec des thématiques, engagées, donc, allez voir ce qu'ils font, ce que nous faisons. C'est très, très, très cool. Donc plus précisément, ce que je fais dans mon travail, c'est que j'apporte mon expertise aux studios qui souhaitent donner une place importante aux animaux dans leurs jeux. Donc je propose des pistes pour renforcer la cohérence ou le réalisme d'un univers. J'aide à développer des idées originales de gameplay basées sur des comportements véritables et souvent inconnus du grand public. Je travaille aussi beaucoup sur les émotions, en fait, donc leur authenticité, la façon de les communiquer, et au niveau animal, mais bien sûr, également au niveau humain. À titre d'exemple, en fait, j'ai pu travailler pour le studio Casus Ludi sur leur jeu Blanc, qui met en scène, les aventures d'un faon et d'un louveteau livrés à eux-mêmes dans un univers froid et inhospitalier. Donc, à l'occasion de ce travail, on a beaucoup, beaucoup étudié les comportements propres à chaque espèce et la façon dont les 2 protagonistes pourraient communiquer et collaborer en restant, au plus proche de la réalité du monde animal, parce que c'était le but initial, en fait.
J'ai également travaillé avec un autre studio qui s'appelle Waco Factory, sur un travail sur l'empathie et la communication non verbale chez l'homme. Donc c'est encore à l'état de projet, mais c'est super enrichissant. Et voilà, c'est une magnifique photo de moi menaçant un membre du studio, Très menaçant. n'est-ce pas? Avec quoi? Un stylo? Avec un tournevis, si je me souviens bien. Ah oui, plus menaçant que le stylo, en effet. Ouais, ouais, ça fait très stylo, mais donc voilà pour les expériences. Pour terminer cette intro, je vais vous faire un rapide topo sur l'éthologie, parce que j'ai dit en 2 mots ce que c'était. Je vais peut-être un peu me répéter, mais j'irai un peu plus dans le vif du sujet. Donc l'éthologie, c'est l'étude scientifique du comportement animal et humain. Dans sa version moderne, elle a été formalisée dans les années 40 par Niklas Tinbergen, un chercheur néerlandais assez discret, et Konrad Lorenz, beaucoup plus célèbre grâce à ses travaux sur le phénomène d'empreinte chez les oies, mais hélas sympathisant nazi. Donc l'éthologie, c'est une science pluridisciplinaire, car située au carrefour de nombreuses autres sciences, dont la zoologie, la psychologie, la neurologie, etc., etc. Les éthologues sont donc des scientifiques très polyvalents qui touchent à de nombreuses disciplines et qui n'hésitent pas à collaborer avec des experts de domaines particuliers pour approfondir leurs recherches. Du coup, on est quand même très très loin du cliché du chercheur solitaire dans son labo, mais ça n'empêche pas le fait que l'éthologie est une science. Et en fait, dans toute science, on forme des hypothèses que l'on tente de vérifier ou de réfuter. Pour ça, on récupère des données qu'on soumet à des analyses. Et en éthologie, la majeure partie des données récoltées viennent d'observations. Il s'agit d'interférer le moins possible avec l'animal afin d'obtenir les relevés les moins biaisés et les données les plus pures. Donc on regarde, on enregistre, on note, mais jamais on intervient en fait. Et cet aspect observateur, il a énormément influencé ma façon de voir et de pratiquer le jeu vidéo. Et maintenant, par des formations professionnelles, ça m'a même amené à me poser de nombreuses questions sur les animaux et sur la façon dont ils sont représentés dans les jeux vidéo. Je vais donc aborder la problématique de la représentation animale dans le jeu vidéo sous l'angle du réalisme opposé à l'anthropomorphisme. Donc, je commencerai par parler des représentations animales réalistes. Je mettrai en évidence certains avantages qui en découlent, ainsi que les risques que ça pourrait présenter. Même chose ensuite pour les représentations anthropomorphiques. Et ensuite, je proposerai ma réflexion sur l'axe anthropo-réalisme avant de conclure par quelques conseils et bien évidemment de remercier tout le monde de m'avoir écouté. Dernière précision, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je discuterai pas ou peu du cas des animaux très anthropomorphes. Même si le sujet est très intéressant, car ils sont présents dans la culture populaire depuis des siècles, et d'ailleurs on peut tout à fait considérer qu'ils représentent une forme extrême d'anthropomorphisme, j'ai vraiment envie ici de me concentrer sur les animaux dans le jeu vidéo qui sont vraiment représentés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire représentés en tant qu'animaux. Donc voilà, les exemples en fait très anthropomorphes que vous voyez au-dessus, ils sont plus pour moi des personnages au comportement humain à qui on a prêté des traits animaux. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, je ne me concentre pas vraiment sur eux. Voilà, cette petite précision passée, on va rentrer dans le vif du sujet, en commençant par les représentations réalistes qui sont faites des animaux dans les jeux vidéo. Donc la plupart du temps, on représente les animaux réalistes lorsque l'on souhaite les inclure dans un environnement de fond. Ils ne sont pas au premier plan de l'intrigue, mais ils participent à l'ambiance générale du jeu et surtout à l'immersion de la joueuse ou du joueur dans l'univers. Je parle ici des biches, des oiseaux, des poissons, qui sont très souvent là en fait pour donner de la substance à un décor. On retrouve aussi ces représentations réalistes très souvent dans les rôles d'animaux antagonistes. On connaît tous la sempiternelle meute de loups, l'ours solitaire ou même les rats méchants dans les égouts. Et en fait, avec ces animaux-là, l'interactivité est souvent assez limitée. Dans un contexte agonistique, ce sera l'agression, et dans un contexte neutre, ce sera l'observation ou éventuellement la chasse, qui au passage est complètement une agression. Donc, comme je viens de plus ou moins de le spoiler, un des avantages qui découle de la représentation d'animaux réalistes, c'est l'immersion du joueur. Une faune réaliste est évidemment un atout de choix pour immerger le joueur dans un univers proposé par le jeu. Elle ajoute de la substance à l'environnement, elle permet de fixer des ambiances propres à des biomes, comme par exemple ici ceux de Monster Hunter. Et en fait, le joueur, il est, par exemple, sur un biome type forêt,
Le joueur va s'attendre à entendre des oiseaux, à croiser des écureuils, à être ennuyé par des insectes, etc., etc. Et une faune ambiante réaliste utilise des repères qui sont déjà connus du joueur de par sa propre expérience de la nature. Ça facilite donc en fait grandement son immersion à l'intérieur du jeu. Un exemple parlant pour moi, et qui date un petit peu, c'est le jeu Turok de 97. En fait, tout le début du jeu se déroule dans une espèce de forêt équatoriale dont l'ambiance sonore dense suggère la vie animale assez efficacement. On croise évidemment des ennemis propres à ce biome, mais également des animaux non antagonistes aux interactions très limitées, voire nulles. Et en fait, ces animaux participent malgré ça énormément à l'immersion dans l'univers proposé par le jeu. Il y a un autre exemple d'animaux de background dont j'avais envie de parler, c'est la vermine qu'on trouve dans le sol des catacombes de Diablo 2. Tous ces rats et ces insectes, ils sont là pour souligner le côté délaissé et pourrissant de l'environnement dans lequel on évolue, et ça marche très très bien. L'interactivité avec eux se limite au fait de les écraser. Ça fait un petit son quand on marche dessus. Et ça ajoute encore un petit peu à l'ambiance un peu répugnante du lieu, quoi. Donc si vous voyez pas bien, je parle des gros vers blancs qui grouillent un petit peu partout autour des parchemins de retour en ville. Donc voilà pour le côté immersif. Un autre avantage de la représentation réaliste, c'est ce que j'appelle le rappel à la culture animale de chaque joueur. Donc l'intégration en fait des designs et de comportements animaux réalistes ou cohérents, ça va faire appel à une culture zoologique commune que tous les humains possèdent à différents niveaux. Utiliser cette culture peut énormément aider à la compréhension de l'univers, mais aussi à saisir des mécaniques de gameplay qui révèlent d'un certain bon sens. Lorsque l'on croise un cheval, on pense quand même assez vite à monter dessus. Et si on tombe, par exemple, sur de gigantesques toiles d'araignée, on va plutôt dire que c'est pas le moment de camper ici, quoi. Donc le fait que le joueur sache de quoi il retourne, grâce à sa propre culture, ça permet d'anticiper tout ça et ça peut également agir comme une récompense qui peut être utile à exploiter en termes de game design ou tout simplement pour flatter le joueur d'avoir saisi en fait cette petite référence. Par exemple, dans le jeu Don't Starve, on trouve des lapins. Ces lapins, ils vivent leur vie de lapins, donc non loin de leur terrier. Et en fait, en apercevant le terrier, le joueur ou la joueuse va vite comprendre que c'est vers ce dernier que le lapin se dirigera s'il se sent menacé. C'est dans leur culture commune, en fait. C'est une grande majeure partie des humains savent que les lapins se réfugient dans leur terrier et le jeu se sert parfaitement de ce fait-là pour faire comprendre aux joueurs une nouvelle mécanique de gameplay. Un autre exemple que je peux utiliser, c'est sur un jeu en cours de développement, donc un jeu de mon studio qui s'appelle Fall Stories. Et dans ce jeu, l'avatar qu'on contrôle peut prendre plusieurs formes animales. Donc ici, une grenouille, un lapin ou une chauve-souris. On va simplement en fait faire appel à la culture zoologique du joueur pour lui proposer de résoudre des puzzles et des énigmes. L'utilisation de la forme de grenouille est naturellement assimilée à des mécaniques de jeu aquatiques, celle de chauve-souris aux grottes obscures, et quand il s'agit de creuser, bah, évidemment, on fait appel aux lapins, quoi. Et oui, j'aime beaucoup les lapins. Ça arrive même aux ambiants, hein, tu sais. Oh oui, 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 bah, j'assume. Voilà. Le dernier avantage dont je voulais parler, avant de passer aux risques et inconvénients, c'est la distance interspécifique entre l'humain et l'animal. Ça n'a pas forcément l'air d'un avantage comme ça, mais cette différence peut être vraiment exploitée pour créer des situations intéressantes. La génération d'émotions comme la peur ou la surprise, ou de l'incompréhension au niveau de la communication, ce qui peut amener aussi de la frustration. Scientifiquement, notre compréhension des animaux, elle est très loin d'être complète, et elle sera probablement jamais complète. Et le fossé qui nous sépare des autres espèces animales est gigantesque. Mais ça peut se révéler très très intéressant à utiliser d'un point de vue vidéoludique. On ne sait jamais comment un animal sauvage peut réagir, et placer le joueur face au doute et à la sensation de ne pas pouvoir anticiper ni contrôler les événements, c'est une belle façon de mettre le chaos propre au monde du vivant au service de la créativité à l'intérieur du jeu vidéo. Une autre façon d'exploiter la différence humain-animal, c'est de mettre le joueur face à l'absence d'un canal de communication commun développé. Chaque espèce communique d'une façon qui lui est propre, et l'interprétation incompréhensible qui peut résulter d'une tentative de communication interspécifique, ça peut donner lieu aussi à des situations rigolotes. Le joueur pourra comprendre un signal animal de travers et le quiproquo qui s'en suivra pourra être drôle, voire dramatique ou même touchant.
C'est la même chose, évidemment, si l'humain tente de se faire comprendre par un animal. Ça va dans les deux sens. À titre d'exemple, j'ai personnellement été frappé par ce doute lorsque je jouais à Dark Souls. En fait, j'évoluais depuis un moment dans un monde flippant, assez impitoyable. J'avais rencontré que des créatures relativement peu amicales et soudain, je tombe sur ce loup géant nommé Sif. Son aspect et ses comportements très réalistes m'ont désarçonné. En fait, je ne savais pas du tout s'il était une menace ou non. Et même au moment où il m'a plaqué au sol, je ne savais pas du tout si j'avais toujours envie de le combattre. J'étais à moitié fasciné, à moitié apeuré. Et cet effet, en fait, il n'aurait pas été du tout le même sur moi si le loup avait été moins réaliste. Donc ça, c'est une belle utilisation, voilà, de la distance interspécifique possible, quoi. Il y a un autre exemple qu'on peut utiliser qui est assez simple, c'est Trico, donc la créature de Last Guardian. Là, le jeu utilise aussi parfaitement le fossé qui sépare le personnage humain de son compagnon animal en termes de communication. Plusieurs fois, il arrive que les deux ne se comprennent pas du tout, ce qui donne du corps à l'intrigue en créant de nouvelles situations, encore une fois. Voilà. Donc ça, c'est tout pour les avantages. Mais comme un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités, je vais maintenant m'attarder sur les risques et contraintes qui viennent avec la représentation réaliste des animaux. Donc on va commencer avec ce que j'appelle l'obligation de cohérence. Donc comme on l'a vu avant, la culture zoologique commune des joueurs peut être un avantage, mais attention au revers de la médaille. En présence d'une créature au design ou au comportement réaliste, la moindre petite erreur ou imprécision peut nuire à l'ambiance ou à l'immersion. On évolue sur un terrain que le joueur connaît en fait, et il maîtrise la plupart des codes inhérents à ce terrain. Donc un comportement aberrant, un design curieux, ou carrément un genre un dinosaure, quoi, ça pourrait très facilement être repéré et ça peut contribuer à faire sortir le joueur de l'immersion qu'on a peiné à construire dès le début du jeu. Donc un bon travail de recherche peut diminuer ce risque, bien sûr, mais il n'est pas impossible de passer à côté du détail de trop, quoi. Donc voici un exemple assez classique, voire iconique. Donc laissez-moi un peu vous mettre en situation. Donc après avoir sauvé la ville d'un puissant dragon, vous récupérez les honneurs qui vous sont dus. Vous embrochez votre récompense, recevez les remerciements des notables de la cité et passez quelques jours de repos bien mérités dans la plus belle auberge du coin. Cependant, il est temps de rentrer dans votre village natal, car cela fait bien longtemps que vous êtes parti. La route sera longue, il faudra traverser la grande chaîne de montagnes en évitant les géants qui la peuplent. Mais heureusement, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes car votre cheval peut faire ça. Donc voilà, ça pour moi, c'est une très 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 belle sortie d'immersion involontaire, donc vécue dans un jeu. Un autre univers et un autre exemple du coup, c'est l'apprivoisement des bestioles dans Far Cry, donc ici Far Cry Primal. Je sais que c'est beaucoup plus une contrainte de gameplay qu'un problème de représentation animale, mais personnellement, moi, le fait de réussir à devenir copain pour la vie avec un tigre aux dents de sabre en 4 secondes, ça a été tellement aberrant que ça m'a un petit peu sorti du jeu, personnellement. Donc voilà pour ces exemples. Prochain point négatif, c'est le fait d'obtenir un gameplay qui peut être trop simulationniste pour être agréable. En fait, le point d'équilibre entre une atmosphère réaliste et un gameplay agréable peut être assez délicat à trouver. On a tous pâti d'une monture bien trop rigide dans ses déplacements, par exemple, que ce soit sur Terre ou dans les airs. Pour diminuer cet impact, il faut souvent donner un petit peu de mou à nos envies de perfection. Et c'est le travail d'un bon game designer, encore une fois, de savoir limiter les effets néfastes qu'un réalisme trop poussé pourrait avoir sur le gameplay. Exemple, donc pour rester sur l'apprivoisement, mais en changeant de jeu, en retournant sur Don't Starve, le dressage des biffalos, c'est un bel exemple de sursimulationnisme pour moi. En fait, ces animaux, ils ont une jauge de faim, une jauge de domestication, une jauge d'obéissance. Ils ont des personnalités différentes. Il faut 14 jours pour réussir à les domestiquer et ça peut s'envoler entièrement au moindre clic de travers. Tout ça dans un jeu difficile où le but, je le rappelle, c'est de gérer sa propre survie. Hein, et c'est pas simple. Ouais, Donc on en est fait, presque sur du metagame, quoi. là, on est là-dessus, et complètement, en fait. Et, euh, et en fait, oui, sans être un excellent joueur, ça devient très, très, très difficile de réussir ça. Et ça peut générer de la frustration, voire une légère sortie d'immersion également. Exemple complètement opposé, je retourne sur Far Cry, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans Far Cry. Far Cry
le jeu a complètement choisi, lui, de privilégier le gameplay face au réalisme. Donc, la fréquence d'apparition des animaux sauvages, elle y est mais complètement aberrante. Il suffit de marcher dans une forêt pour tomber sur un ours. 25 mètres plus loin, tu as une meute de loups qui arrive. Tu retombes encore après sur un ours, puis 3 pumas, et puis encore un ours, mais pas le même, hein. Et ça continue encore et encore. Donc en fait, ce choix, c'est un peu le sacrifice du réalisme sur l'autel du gameplay, ce qui montre bien en fait la difficulté de se positionner entre un jeu d'un côté très simulationniste et de l'autre côté un jeu qui va être riche en interactions, mais qui peut avoir des aspects anti-immersifs. Tout à l'heure, en fait, je parlais de l'avantage de pouvoir utiliser la différence humain-animaux pour créer des situations intéressantes. Et en fait, ce bénéfice de la représentation réaliste, il est également à double tranchant. Il pose en fait des limites à l'empathie et à la communication interspécifique. En fait, en l'absence de canal de communication commun entre les espèces, ça freine énormément le fait de pouvoir comprendre ou de se faire comprendre par un animal. En particulier lorsqu'il s'agit de communiquer les émotions des animaux, dans le sens où l'expression de ces émotions, elle est propre à chaque espèce. Et le plus souvent, c'est assez peu connu ou mal connu du grand public. Par exemple, beaucoup interpréteraient le sourire de ce singe comme de la joie ou de l'excitation typiquement humaine, mais en fait, c'est tout à fait faux. Ce que vous voyez là, c'est un animal effrayé, voire un animal agressif. Parce que oui, montrer ses dents dans le règne animal, bah, c'est plutôt mal vu. Donc les animaux communiquent leur état émotionnel dans leur gestuelle, dans leur vocalisation, donc tout comme nous, mais les codes utilisés ne sont pas les mêmes. Le risque, en voulant représenter cette communication de façon réaliste, c'est d'appauvrir ou de pervertir la compréhension de l'état émotionnel de l'animal par le joueur. Pour illustrer ça, l'exemple le plus parlant, pour moi, en fait, il se trouve pas dans le jeu vidéo, il se trouve dans le cinéma, avec le remake du Roi Lion de 2019. Donc, les techniques d'animation 3D ont permis d'avoir un rendu super réaliste et très très réussi des animaux dans le film. Et si techniquement le remake a été acclamé par la critique, le reproche majeur et unanime qui a été fait au film, c'est le manque d'émotion et d'empathie que l'on ressent vis-à-vis des protagonistes, surtout par rapport au film original. Cette critique, en fait, elle a fait énormément de bruit sur Internet. Il y a même des fans qui ont créé leur propre version des personnages plus émotifs ou plus émouvants. Pour ça, ils ont collé des expressions très humaines sur les personnages du remake, utilisant alors, consciemment ou non, des codes anthropomorphiques. L'ultra-réalisme a donc créé une barrière pour la communication des émotions, montrant qu'il est très difficile de faire comprendre aux joueurs l'état émotionnel d'un animal si on n'a pas un tout petit peu ou au minimum recours à de l'anthropomorphisme. Et justement, l'anthropomorphisme, on va en parler maintenant. Mais avant de commencer, vous allez avoir droit à une petite définition et quelques précisions. Donc, définition, l'anthropomorphisme, c'est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire même des idées. C'est une notion extrêmement importante en éthologie, car elle est source de nombreux biais possibles. Dans mon métier, on a donc pour habitude de faire la chasse à l'anthropomorphisme. Dans toutes les problématiques, dans tous les protocoles expérimentaux, dans toutes les interprétations, on va traquer ce biais. C'est également un problème dans une autre de mes activités, l'éducation canine. En fait, il y a de très nombreux comportements du chien qui peuvent être mal interprétés par les humains. Par exemple, on peut facilement penser que ce chien se sent coupable de quelque chose, alors qu'en fait, il exprime juste sa peur. Et moi, ça m'arrive très très souvent d'entendre des humains me dire mon chien il me teste, ou alors mon chien se venge d'un truc que j'ai fait. Mon chien, il me teste. Ouais, mon chien me Pardon, teste, il ça me teste fait mes rire. limites, c'est un adolescent. Et ça, je l'entends très très régulièrement. Il y en a qui projettent carrément leurs émotions en fait sur leur animal avec des affirmations du genre oh là là, il doit être triste, ou alors oh, mon chien c'est un bonhomme, il veut dominer les autres quoi. Et no joke, hein, c'est Mon vraiment quelque chien, c'est chose un de bonhomme. Pardon. c'est quelque chose de relativement courant dans le monde de l'éducation canine, malheureusement. Le souci, en fait, c'est que cette mauvaise compréhension des codes canins, ça peut entraîner des réponses de la part du propriétaire qui auront des conséquences catastrophiques sur le bien-être et le développement cognitif du chien. Donc, c'est pour ça que mon radar est constamment en marche, car un bien anthropomorphique, ça se transmet très facilement, ça utilise nos codes humains, c'est simple à comprendre et c'est souvent très rassurant.
Donc la popularisation de ces idées reçues entraîne énormément de souffrance chez les animaux, sans même que les humains en soient conscients. Bref, bon, vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, je me méfie énormément de l'anthropomorphisme, mais, parce qu'il y a un mais, quand il s'agit d'art et de création, et si on l'utilise bien, il peut apporter des super avantages. Ça permet de diversifier énormément les interactions joueur-animal. Ça permet d'installer une communication beaucoup plus poussée également. L'animal peut facilement devenir un protagoniste principal car il est beaucoup plus facile alors de s'identifier à lui. Je vais passer aux avantages maintenant liés à la représentation anthropomorphique. Le premier d'entre eux, c'est une véritable liberté d'expression. Là où le réalisme peut poser des limites, l'utilisation d'animaux au comportement ou au design anthropomorphique, ça libère complètement l'équipe de création de l'obligation de cohérence dont j'ai parlé plus tôt. On ne fait plus appel en fait à la culture zoologique, on utilise également la culture humaine. On mélange même les deux et on peut se servir de celle qui nous intéresse le plus. Beaucoup de contraintes liées au réalisme disparaissent alors, ou en tout cas deviennent plus faciles à appréhender. Et, euh, et voilà, je voulais juste dire, attention quand même, je ne dis pas que tout devient facile, hein, c'est juste que les possibilités deviennent bien plus nombreuses. Cette liberté d'expression, elle permet également de beaucoup plus facilement communiquer les émotions humaines. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un petit exemple. Donc, un exemple d'anthropomorphisme en fait qui date pas d'hier, c'est Duck Hunt sur NES 84. Donc en fait, tout le monde se souvient du chien. Et ce chien-là, il aurait sûrement pas eu le même impact sur le joueur s'il avait été représenté de façon réaliste. L'équipe de création, elle a utilisé pour sa fonction de chien de chasse. Donc il pointe, il rapporte, mais elle l'a doté de comportements humains qui féliciteront ou agaceront le joueur. Ce qu'il aurait été très très difficile de faire avec une représentation très réaliste des comportements du chien de chasse. Donc, deuxième avantage de l'anthropomorphisme, c'est la communication des émotions humaines. J'en ai déjà parlé plus tôt, mais il s'agit selon moi en fait de l'atout principal de la représentation anthropomorphique. La communication de l'état émotionnel de l'animal, elle est mise en valeur à ce moment-là. En fait, en utilisant des postures, des expressions ou des vocalisations humaines ou appartenant à la culture humaine, on se sert du canal de communication qu'on a tous en commun. De cette manière, on peut faire ressentir aux joueurs, par empathie, en fait, toute la palette complexe des émotions humaines. L'animal devient alors beaucoup plus accessible en termes de communication. Les dessins animés Disney, typiquement, ce sont d'excellents exemples d'émotions qui s'expriment de façon typiquement humaine chez les animaux. Bon, alors là, pour le coup, les personnages sont très anthropomorphes parce qu'ils parlent tous, hein, mais ça illustre très bien la façon dont on peut forcer l'empathie du joueur en utilisant l'anthropomorphisme, en utilisant son canal de communication humain. Côté jeux vidéo, il y a une très très belle séquence dans Ori and the Blind Forest où Kuro, la chouette qui nous terrorise tout le long du jeu, découvre la disparition de ses enfants après un événement mystérieux. Elle fonce vers le nid et au moment où elle se rend compte du drame, elle baisse la tête en fait. Elle a l'air accablée par le désespoir. Et ce comportement, même moi, la façon dont je viens de le décrire, c'est de l'anthropomorphisme. C'est un comportement typiquement humain. Mais vu qu'il a été parfaitement bien intégré, ça a créé immédiatement une empathie et une compassion pour la pauvre chouette qui a perdu ses petits. Une conséquence directe, du coup, et logique de cette communication facilitée par l'anthropomorphisme, donc, dont je viens de parler, c'est que les animaux peuvent gagner en interactivité. Ils peuvent s'éloigner de l'aspect animal d'ambiance dont je parlais au début pour tenir des rôles de plus en plus importants dans un jeu. Ça peut aller du sidekick classique à l'antagoniste puissant, sans oublier bien sûr l'animal personnage principal. En fait, s'identifier ou empathiser avec un animal qui représente des expressions et des modes de communication familiers, c'est beaucoup plus facile qu'avec un animal très réaliste. C'est pourquoi la grande majorité des animaux de premier plan présentent des traits physiques ou comportementaux qui relèvent de l'anthropomorphisme. Je bois un petit coup. On t'en prie. En faisant du bruit. Donc sur cette interactivité qui permet de mettre les animaux au premier plan, il y a un exemple intéressant. C'est le cas de Yoshi, tout simplement. En fait, Yoshi, d'animal utilitaire, il devient compagnon, puis personnage principal de son propre jeu.
Et en fait, plus les jeux se succèdent et plus Yoshi se dote de traits humains. Il gagne des mains, il perd sa selle, du coup ça l'éloigne en fait de son rôle de monture, et il communique verbalement. Et il est même capable à la fin de conduire un kart. Donc on a beaucoup avancé dans l'anthropomorphisme. Un autre exemple intéressant, c'est l'utilisation récurrente de la communication verbale des humains, mais vers les animaux. Typiquement, voilà, Geralt qui va parler à son cheval. En fait, c'est une forme d'anthropomorphisme qui est très fréquente et qui ajoute énormément d'interactivité. En acceptant le fait que l'animal comprenne ce que dit le personnage humain, une véritable communication peut se mettre en place entre les deux protagonistes. On retrouve cela dans de nombreux titres, donc voilà, The Witcher pour les chevaux, mais également Fallout, Far Cry pour les chiens et bien d'autres encore. Maintenant, pour les risques liés à l'anthropomorphisme, eh ben, à mon sens, le risque le plus important, majeur, c'est que on, potentiellement, en fait, on va pouvoir banaliser une idée fausse de l'animal en question ou de sa relation avec l'humain. Ça n'aura pas d'impact direct sur le jeu, mais à terme, un message mal transmis ou mal compris peut avoir des effets néfastes. Donc, souvenez-vous des idées reçues sur le chien que j'ai cité en début de conf. Le jeu vidéo étant un objet culturel de plus en plus consommé et de plus en plus légitime, et c'est tant mieux, l'impact d'un mauvais message pourrait être très très important dans le futur, comme certains livres ou certains films l'ont déjà fait. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et bien renseigné. À titre d'exemple, en fait, dans certains cas, les idées reçues qui découlent de ça peuvent être tout à fait inoffensives. Dans les jeux vidéo, par exemple, tous les chevaux que l'on peut monter produisent un hennissement dès qu'on ralentit la chevauchée. Le hennissement, déjà, c'est quelque chose qui est très peu utilisé par les chevaux en temps normal. Et en plus, le hennissement qui est utilisé dans ces jeux vidéo, c'est le hennissement qui est produit par l'étalon dans un contexte de désir et d'accouplement. Donc, en fait, dans la réalité, les chevaux communiquent très très peu. Ils sont très silencieux. Ils communiquent beaucoup de façon posturale. Et le fait de les entendre freiner comme des voitures dans les films, je trouve ça assez ridicule. Mais ça, c'est une conséquence assez inoffensive. Il y a des idées reçues en fait sur les animaux qui peuvent engendrer des comportements très très graves. Comme par exemple, il y a des personnes qui sous-estiment la vulnérabilité ou le danger de certaines espèces et qui cherchent à les approcher avec des résultats parfois dramatiques. Il y a des animaux exotiques qui sont devenus à la mode. Leur demande à exploser sur le marché noir et du coup, ça a alimenté le braconnage, mettant en péril du coup l'espèce encore plus qu'elle ne l'est habituellement. Et il y a également certains comportements maltraitants pour les animaux de compagnie qui ont été banalisés et qui sont quasiment devenus la norme. Donc pour toutes ces raisons, voilà, il va falloir prendre ces précautions en fait avec l'utilisation de l'anthropomorphisme pour éviter la propagation d'idées reçues délétères. Maintenant, j'aimerais vous partager ma réflexion sur cet axe anthropomorphisme-réalisme. Donc, j'ai parlé des avantages de chacun et des risques qui y sont associés, mais selon moi, l'utilisation de l'un, l'autre, voire des deux en même temps, est bienvenue et elle sera toujours intéressante. Tout dépend de ce que l'équipe de création a prévu de faire passer dans le jeu et surtout de quelle manière elle désire le faire. Pour moi, en fait, il faut profiter du pouvoir immersif du réalisme, quand l'occasion s'y prête évidemment. La fascination que l'humain éprouve pour la nature et le monde du vivant peut s'exprimer dans le jeu vidéo. Si le cinéma a réussi à faire ça, le 10e art en est aussi capable et probablement même de le faire mieux à terme. Et je pense qu'également, il faut utiliser l'anthropomorphisme pour véhiculer l'émotion. C'est un procédé extrêmement efficace qui est utilisé depuis des siècles pour alimenter les récits et pour créer des ponts entre l'humain et l'animal. Donc certes, l'un comme l'autre apportent leur lot de pièges qu'il faudra prendre en compte dans le processus créatif, mais l'important à retenir, c'est que ces points négatifs ne sont pas des conséquences inéluctables. En fait, ce sont des risques. Donc il est possible de les évaluer, donc a priori, et de mieux les anticiper pour diminuer leur impact. Donc l'anthropomorphisme, comme vous l'aurez compris, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste qu'il y a le bon et le mauvais anthropomorphisme. Le mauvais anthropomorphisme, ou en tout cas le plus risqué, c'est celui qui n'est pas fait exprès, qui n'est pas vérifié, qui est mal évalué. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut tomber dans les pièges que j'ai abordés tout à l'heure et dont les conséquences pourraient être relativement dramatiques. Et le bon anthropomorphisme, lui, il est fait en pleine conscience. L'équipe de création sait qu'elle utilise ce procédé, elle s'est renseignée dessus,
Heu, elle a fait, du coup, toutes ces recherches et je me suis un petit peu perdu, elle peut même en fait réfléchir à une façon d'informer le joueur pour éviter le départ d'une idée reçue qui peut être dangereuse. Ça s'applique également à la représentation réaliste, bien sûr, hein, donc pleine conscience, travail de recherche et sensibilisation du joueur ou de la joueuse sont des remèdes efficaces pour éviter de devenir, le mauvais chasseur, quoi. Maintenant, j'aimerais, proposer une méthode simple à utiliser dès qu'il s'agit de représenter l'animal dans le jeu vidéo. Pour ça, je me suis inspiré un des fondateurs de l'éthologie moderne, donc pas le nazi, mais l'autre, j'ai nommé Niklaus Steenbergen. Donc pour Steenbergen, les comportements doivent être étudiés sous 4 aspects. La causalité, donc quels sont les facteurs internes ou externes qui déclenchent un comportement. La fonction, à quoi sert ce comportement, quelle est son utilité pour la survie de l'animal à court ou à long terme. L'ontogénèse, où on se demande comment ce comportement se met en place au cours du développement de l'individu. Et le dernier, la phylogénèse, où on cherche comment le comportement est apparu, mais à l'échelle de toute l'espèce, donc au niveau de son histoire évolutive. Ces 4 grandes questions, elles sont fondamentales et elles continuent encore aujourd'hui de définir les axes de recherche de l'éthologie moderne. Moi, ce que je vous propose, c'est de se poser ces mêmes questions quand vient le moment de concevoir un animal ou un comportement pour un jeu vidéo. Il va s'agir de savoir quels sont les facteurs qui déclenchent l'apparition d'un animal ou l'expression de son comportement. Est-ce que c'est en réponse à une action, ou à une présence dans une zone, par exemple? Au niveau de la fonction, il faut savoir, bah, justement quelle est la fonction de cet animal. Qu'est-ce qu'il apporte au jeu? Est-ce qu'il apporte de l'ambiance, de l'émotion, un élément scénaristique? Si on parle d'un comportement animal, est-ce que ce comport enfin, qu'est-ce que ce comportement apporte à l'animal qui va le produire? Ça peut être de la cohérence, ça peut être de l'avancée narrative ou, de l'interactivité avec le joueur, donc du gameplay. Au niveau de l'ontogénèse, il s'agit de savoir comment cet animal est arrivé là. D'où vient-il? Que fait-il lorsqu'il sort du scope du joueur? S'il s'agit d'un comportement, comment l'animal l'a-t-il appris? Est-ce qu'il l'a appris seul? Est-ce qu'il l'a appris par mimétisme? Est-ce que c'est un comportement qui est propre à l'individu? Et enfin, dernière grande question, pour la phylogénèse, il s'agit de savoir de quelle espèce est cet animal. Quelle est l'histoire évolutive de l'espèce? Si on parle d'un comportement, est-ce que ce comportement est propre à tous les individus d'une espèce? Et si oui, comment il est apparu au cours de l'histoire évolutive? Voilà, donc c'est un peu dense, ça peut parfois paraître fastidieux, mais je vous assure que si vous êtes capable de répondre à ces 4 questions, que ça soit dans une représentation réaliste ou anthropomorphique, vous êtes certain de diminuer grandement les risques. Et en plus, votre GDD, il sera hyper, hyper stylé. J'ai bien conscience, au vu de l'état de l'industrie du jeu vidéo et la difficulté pour les studios de pousser leurs projets, qu'autant de réflexions sur la représentation animale, ça peut paraître un peu overkill. La documentation, c'est déjà un travail très important chez les créateurs et créatrices et il ne faut pas rajouter trop de poids sur leurs épaules. Mais si vous en avez l'envie, si vous en avez les moyens, en fait, c'est une occasion de faire passer un superbe message sur la vie animale. C'est une occasion de rendre le joueur conscient, de l'éduquer et de le sensibiliser. En tant que professionnel du jeu vidéo, vous avez ce pouvoir. Donc si vous en avez le temps ou les moyens, n'hésitez pas à faire des recherches ou à faire appel à moi. Je serais ravi de vous donner un petit coup de main et de travailler avec vous. Après tout, maintenant, c'est mon métier. Pour conclure, sur cette dualité anthropomorphisme-réalisme, c'est sûrement un lieu commun, mais j'aimerais inciter à se renseigner sur les animaux, à les respecter et à les aimer pour ce qu'ils sont, en fait, des animaux, avec leur complexité, leurs émotions, leur communication, leur culture, qui sont toutes très différentes de la nôtre. Et si pour ça, il faut mettre un peu d'humain, utiliser un peu d'anthropomorphisme dans cette équation, eh bien allons-y. Car après tout, l'anthropomorphisme, c'est aussi une très très belle forme d'empathie de l'humain vers les autres animaux. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à toute l'équipe d'Adon pour l'organisation de ce super event en ces temps difficiles. C'est tout pour moi. Eh ben, super, merci infiniment Kevin. Je vais te laisser, couper le partage d'écran et on va pouvoir passer à la foire aux questions. Super. Yes. Hop Écoutez, si là. jamais vous avez des questions, on va vous laisser les écrire, dans le chat afin qu'on puisse, les avoir, afin que je puisse les transmettre à Kevin. Moi j'en avais une, si je peux me permettre de commencer par celle-ci. Tu parlais tout à l'heure de prévention.
justement, pour, pallier tous les risques qu'il y aurait par rapport à la déformation, et à tous les enfin, à la déformation de notre vision de l'animal et à tous les risques que ça entraîne. Donc par cette prévention, tu impliques que les développeurs, les créateurs de jeux ont ce devoir. Par quoi elle passe cette prévention, autre que, répondre aux 4 questions de Tinbergen pour essayer voilà, d'en dresser un portrait, respectueux et réaliste? Bah, en plus de ça, ça pourrait en fait passer par le fait très, très basique de communiquer, aux joueurs. En fait, moi je rêve d'un jeu et il y en a sûrement en fait qui, au début et à la fin, peut-être une fois de temps en temps, dit: «Attention, la représentation qui est faite de l'animal, elle est pas réaliste, on tient du coup à vous informer là-dessus». Ça se fait un petit peu dans les vieux jeux vidéo, où il y avait tout un trivia en fait, que tu pouvais débloquer au fur et à mesure, qui te disait des fun facts ou même des facts tout court scientifiques sur, la vie des animaux et sur l'environnement en général. Donc pour moi, ça pourrait également passer par là. D'accord. Il y avait une autre question de Sarah. Sarah qui demandait, est-ce que tu as des exemples de jeux qui ont vraiment bien réussi leur représentation animale et à l'inverse, des jeux qui ne l'ont pas du tout réussi? Hem, alors moi, j'ai un exemple en particulier en termes de représentation animale, qui est pas dans la conf, hein. Je vais essayer de pas reprendre ce que j'ai déjà dit. J'ai joué à Sekiro. Et moi, à la base, en fait, je suis primatologue. Donc j'ai énormément utilisé les singes. J'ai notamment travaillé avec l'université de Kyoto au Japon pour aller étudier les macaques japonais. Et en fait, dans Sekiro, il y a des singes. Et moi, quand j'ai commencé à en voir de loin, j'étais là: «Allez, vas-y, montre-moi, jeu, comment tu vas gérer le singe». Et en fait, les comportements des singes, alors ils attaquent, ils utilisent des épées, voire des fusils, hein, donc il y a de l'anthropomorphisme là-dedans. Mais la façon, dont les vocalisations étaient passées, la façon dont le singe bougeait, j'ai été complètement bluffé. Pour moi, c'est une super réussite et il y a aucun doute sur le fait que les créateurs du jeu, ont fait un énorme travail de recherche, voire ont collaboré, pourquoi pas, avec des chercheurs, au niveau de ces singes-là. On avait une deuxième question de Gludion qui demandait: «Quid de l'anthropocentrisme?» entre guillemets, qui consisterait à ne voir l'animal, excuse-moi, que dans ses rapports, utilitaristes, dans l'intérêt de l'homme et non pour lui-même et de façon qui reste intelligible pour le public qui est humain. Heu, c'est difficile en fait, dans le sens où en fait le médium, enfin ce qui passe, enfin ce qui fait qu'on joue aux jeux vidéo, en fait, on y joue avec notre regard d'humain. Donc j'ai l'impression que, ça, c'est déjà de base un peu biaisé et c'est déjà de base, en fait, anthropocentré. Cela dit, je pense qu'il y a largement moyen en fait de faire des jeux qui vont apporter une réflexion sur ce sujet, quoi. Donc sur l'anthropocentrisme, sur le spécisme également, quoi. Mais pour l'instant, à ma connaissance en tout cas, j'en ai pas vu des masses. Très bien. On a une autre question, eh bien, on a une autre question tout court. C'est 4 questions, donc les fameuses, 4 questions de Jabo, 972, salut à toi Jabo, qui te demande ces 4 questions, donc les questions que tu citais tout à l'heure, sont-elles aussi valables pour une faune, inventée ou comment est-ce qu'il faut s'y prendre, pour avoir une faune inventée réaliste? Alors, bah, là, donc déjà oui, pour les 4 questions, bien sûr, c'est très, très utile en fait pour une faune inventée. Là, il faut juste en fait faire la distinction entre réalisme et cohérence. C'est pas parce que, on va mettre des dragons, ou autres créatures fantastiques, voire complètement inventées dans un monde, enfin qu'on va avoir en fait un monde qui va être, complètement incohérent. Moi j'utilise beaucoup l'exemple de Monster Hunter, où en fait on a une faune qui est, assez riche, qui est assez complexe et avec des animaux complètement fantastiques bien évidemment, mais ça marche super bien. Donc ma réponse c'est oui, je pense que dans un souci de cohérence en fait et non plus de réalisme, on devrait même utiliser ces 4 questions pour une faune imaginaire et inventée. Très bien.
J'ai une dernière question, donc je n'ai pas l'auteur ou l'autrice, donc je m'en excuse. J'ai simplement la question, comment gérer la différence entre la réalité du comportement animal et la projection culturelle que s'en font les gens? Est-ce qu'on sacrifie le réalisme pour que l'animal se comporte comme le joueur latent, comme par exemple pour les chevaux, entre parenthèses? Bah, ouais, ça comment dire? C'est un point en fait, c'était un point de la conf en fait, c'est que j'ai l'impression, en tout cas moi personnellement, que, ça va être très, très difficile, de lier les 2. À partir du moment où on va faire trop de réalisme, on risque de faire trop de choses simulationnistes et de sacrifier un petit peu le gameplay. Donc, à voir si effectivement, on va utiliser les animaux dans le jeu vidéo, pour, qu'ils répondent exactement à l'idée qu'on s'en fait, ou à voir si on peut peut-être pas essayer un jeu un petit peu plus contemplatif, qui informerait et qui donnerait à voir en fait de véritables comportements, animaux. Mais c'est toute une problématique en fait qu'il y a dans cette question et il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça, je pense. Il y a une autre question de Gludion qui te demande: «Est-ce que tu as étudié des jeux avec des animaux très éloignés de l'humain, comme par exemple des micro-organismes?» Alors non, je vais être honnête, je me déclare assez incompétent là-dessus. Très éloigné de l'humain, ouais, voilà, j'ai testé, non, pas de micro-organismes, mais j'ai testé un jeu, je me souviens plus comment ça s'appelle, ou très, très mauvais jeu, sur Wii, où tu joues, soit une araignée, soit un scorpion, je crois que ça s'appelle Deadly Creatures. Ça y est, ça me revient, Mais et on en sent fait, que ça voilà. revient comme un mauvais souvenir, hein. Non, c'était pas fou, 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 fou. Donc non, clairement, j'ai pas été, là, mais par contre, je serais très, très heureux d'avoir des références pour me lancer là-dedans. Très bien. Écoutez, je te propose de faire un petit dernier, rappel, si jamais vous avez encore des questions dans le chat, on prend ce dernier petit paquet de questions et si vous n'en avez pas, eh bien, on terminera là-dessus. Je te le ferai peut-être rappeler en fin de conférence, mais si on veut suivre ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver, Kevin? J'ai oublié de montrer la dernière diapo. Très bien. Souhaites-tu montrer la dernière, diapo, Kevin? Ouais, allez, je vais, C'est parti. avec, Vas-y, avec tout ça. vas-y, vas-y. Donc et paf, on était à un clic de ça. Ah, très bien. Parfait. Il y a bien tout là, alors, finalement. Voilà, donc voilà pour la réponse. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et ça me ferait très, très plaisir, d'échanger ou de travailler sur ces problématiques. Très bien. On avait une dernière question, enfin une question de Strioux sur le chat et je suis désolée pour la prononciation, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Est-ce que tes slides seront dispo? Est-ce qu'on alors, il faut savoir, déjà si je peux me permettre de te laisser remettre, les Pardon. webcams en côte à côte. Non, pas de souci, c'est il faut savoir que, tout alors si tout va bien, mais je me laisse être corrigée peut-être par Elsa ou Laetitia, dans le chat. Il faut savoir que toutes les conférences que vous suivez ici en live, déjà vous pouvez les retrouver en replay sur la chaîne, Twitch. Donc, ce sont pour le coup les conférences seront accompagnées de toute cette présentation, visuelle, constituée de diapos et vous pourrez aussi normalement, les retrouver, sur une chaîne, dédiée. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, les VOD seront, quoi qu'il arrive, disponibles. Voilà, mais je me laisse être corrigée si jamais, c'est quelque chose qui a changé. Voilà, voilà. Écoute, eh bien, je pense qu'on a fait le tour, de toutes les questions, Kevin. Merci infiniment de ta présence, ah voilà et Elsa nous dit donc oui sur YouTube. Donc voilà, donc vous devriez pouvoir retrouver normalement, Impec. l'intégralité des conférences, de cet add-on, 2020 en live sur, la chaîne YouTube dédiée où vous aurez, voilà, toutes les présentations, accompagnées de tous les visuels. Merci infiniment Kevin. Eh ben, avec plaisir, c'était excellent. Merci infiniment pour cette présentation. Je te laisse, est-ce que je peux te laisser faire, relaisser faire du coup un rapide tour là où on peut te retrouver peut-être, Twitter ou autre? Ouais, 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 je le montre ou vocalement? À l'oral, si tu peux. Donc voilà, donc moi je vous engage en fait à aller sur le site, authorways, donc .com qui est le site du studio pour lequel je travaille, dans lequel je suis très, très impliqué. Authorways, vous pouvez trouver ça également sur Twitter ou sur Facebook. Et sinon, à Kevin Remeuf, un petit googling vous permet de tomber sur, quelques publis et un petit peu ce que je fais. Super. Voilà, voilà.
Eh ben, Kevin, merci infiniment à vous d'avoir suivi cette conférence. À 18 heures, nous aurons, donc je vais passer la main à Nathalie. Nathalie, elle sera en compagnie de Pedro Medeiros pour cette dernière conférence de cette troisième journée d'Adon. Prenez grand soin de vous et très bonne fin d'après-midi sur la chaîne. Salut! Salut.